La parole aux négresses, Awatian. La polygamie institutionnalisée. Je cite, « Toutes les justifications que l'on a tenté de donner à la polygamie apparaissent comme des rationalisations a posteriori dépourvues de fondement. » Jean Suré-Canal, La femme dans la société africaine, Bibliothèque du Musée de l'Homme. À propos de la polygamie, les motifs et raisons, entre guillemets, évoqués sont multiples. D'un point de vue social, la polygamie est dans les milieux africains considérée comme une nécessité. Elle peut traduire le désir d'augmenter le nombre d'enfants, élargissant ainsi la famille. De la sorte, elle connote l'idée selon laquelle les enfants constituent une richesse et que plus une famille est grande, mieux cela vaut. Mais pour qui ? Cependant, une distinction est à faire entre la polygamie en milieu urbain et celle en zone rurale. En quoi consiste la différence entre ces deux modes de polygamie ? Elle peut paraître insignifiante à certains. Nous notons qu'en milieu urbain, seuls les membres de la classe aisée, petite bourgeoisie, compradors, peuvent se permettre le luxe d'épouser 3 ou 4 femmes et parfois plus. Il arrive que des prolétaires, aussi, épousent 1 à 2 femmes, ce à quoi nous répondrons que souvent, les citadins polygames ne le sont que pour faire étalage de leurs biens. Ils veulent se dire et se montrer capables, entre guillemets. C'est une sorte de luxe. Parce qu'un homme a de l'argent, il s'octroie tous les droits, entre autres la possibilité d'avoir plusieurs femmes. Au nom de quoi ? Du superflu, d'un esprit de jouissance exagéré ? D'une sensualité débordante et capricieuse ? Tout le monde s'accorde pour reconnaître que la polygamie n'est pas une pratique spécifique à l'Afrique noire et encore moins aux États musulmans. Institutionnalisée ou non, la polygamie a cours dans tous les pays européens ou non. Encore une fois, c'est la femme qui en prend plein la gueule. L'homme ne pâtit nullement de cette situation. Mais que représente la polygamie pour un bourgeois ? A priori, on est tenté de dire qu'elle est un signe de richesse, d'aisance. Mais en fait, elle ne prouve rien, eu égard à ces mâles qui, n'ayant pas les moyens de réaliser un mariage, dilapident les deniers publics pour se retrouver ensuite en prison. S'agirait-il donc de jeter de la poudre aux yeux d'autrui, de faire illusion, ou s'agirait-il tout simplement d'aliénation ? La polygamie sur laquelle nous nous penchons est celle pratiquée et instituée en Afrique noire. Au niveau de la bourgeoisie, comme des prolétaires, la polygamie ne serait-elle pas considérée comme la promesse de richesse prochaine, épouse et enfant en étant la source ? L'explication de la polygamie comme signe d'aisance, phénomène de luxe, ne peut être retenue. Quand on constate qu'à côté d'une infime minorité de gens aisés, il existe un nombre exorbitant d'exploités, de pauvres, on pourrait se demander si les hommes polygames ne sont ni plus ni moins que des égoïstes, des inconscients, des irresponsables, des brainwashed men. On peut aussi se demander pourquoi en milieu urbain, des hommes moins aisés, des prolétaires, des ouvriers deviennent aussi polygames. Économiquement, rien ne les prédestine à l'être. Cependant, ils le deviennent. Pourquoi ? Les motifs évoqués lors de nos recherches auprès de la population masculine révèlent que pour 80% des personnes interrogées, le problème se situe au niveau de la sexualité et que, pour eux, cela n'a rien à voir avec le luxe. Une deuxième, une troisième ou énième épouse s'expliquerait par le simple fait qu'une épouse mère, non informée des pratiques contraceptives, s'astreint à une abstinence sexuelle trop longue vers la fin de la grossesse. Il y a là une coupure dans la vie sexuelle qui ne reprend que lorsque l'enfant commence à marcher ou à parler, et cela selon les ethnies. Il n'y a rien d'infantile dans cette pratique qui permet une certaine régulation des naissances, celle-ci ayant lieu généralement à 2 ans d'intervalle. Cette coutume peut expliquer, en partie, la polygamie en milieu rural et urbain. Mais ce n'est tout de même pas un argument qui puisse la justifier. Du fait que la femme arrive à s'abstenir de relations sexuelles, on ne voit pas pourquoi il n'en serait pas de même pour l'homme, à moins que nous ne disions « la licence pour tous ». Mâles, vous voulez devenir polygame ? Soyez-le et fichez la paix aux femmes. Elles aussi, si elles le désirent, elles ont le droit d'être polyandres, mais ce n'est pas ce qu'elles recherchent à l'heure actuelle.
En effet, le droit fait ici irruption car c'est en ces termes que le problème peut être posé pour les femmes. Les hommes font, et c'est « naturel », entre guillemets. Mais les femmes n'ont aucun droit de désirer ce que font les hommes. À ce niveau, c'est à une révolution des structures familiales et, par-delà celles-ci, des structures sociales qu'il faut parvenir. Il est à remarquer qu'à l'heure actuelle, des solutions existent, ce qui éviterait aux femmes tout comme aux hommes une abstinence prolongée qui nuit à l'équilibre psychosomatique de l'individu. La pilule, bien sûr, le stérilet, le diaphragme et maints autres moyens contraceptifs. Donc, si le seul motif qu'ont les hommes pour justifier la polygamie est le refus de l'abstinence sexuelle, dictée par la maternité de leur épouse, celui-ci ne saurait aujourd'hui être retenu. Ce qui ne veut pas dire que, par le passé, ce motif n'ait pu être invoqué. Monsieur Madeira Keïta, parlant de la polygamie chez les Malinké, déclare: l'absence d'une alimentation appropriée aux nourrissons impose le lait maternel pendant 1 an et demi à 2 ans. Et pendant que l'enfant est nourri au sein, la mère observe farouchement la continence. Le mari trouve évidemment cette période d'attente trop longue. Là intervient manifestement le motif sexuel de la polygamie. Fin de citation. Pourquoi des prolétaires se permettent-ils de prendre plusieurs épouses? Les raisons sus-évoquées mises à part, c'est peut-être parce que le problème de prendre plusieurs femmes ne se pose pas pour eux. Autrement dit, la dot ne doit pas être élevée pour qu'ils puissent s'offrir ce luxe. Contrairement aux mariages bourgeois qui sont source de spéculation, ici la dot est très modeste. Il s'agit là d'une question de classe. Malgré tout, elle pourrait servir à améliorer le bien-être de la famille plutôt que de permettre l'acquisition d'une nouvelle épouse. L'aliénation et les facilités de mariage dans cette catégorie sociale expliquent en partie le nombre croissant des prolétaires polygames. Ceux-ci sont obligés d'embrigader leurs épouses dans une seule demeure, un seul foyer où elles s'entre-déchirent et inculquent à leurs enfants la haine réciproque qu'elles ont éprouvée ou éprouvent encore les unes des autres en tant que coépouses. N'est-ce point là l'un des maux les plus dommageables de la polygamie? Quant au mariage polygame en milieu rural, le motif donné partout est celui de la main-d'œuvre. Plus j'ai de femmes, plus ma rentabilité économique sera fructueuse. Ici, nous nous posons la question de savoir si la vocation de l'homme est d'amasser, d'accumuler. Nous ne le pensons pas. En Afrique, une nombreuse progéniture est, pour certains, signe de richesse. Une famille nombreuse est riche et respectée. Les hommes formaient un véritable bataillon. Sommes-nous en état de guerre perpétuelle pour sentir le besoin de créer des bataillons? Ne serait-ce pas un argument plus valable de dire que l'Afrique noire a besoin de têtes qui pensent et de bras qui agissent? Plus il y en aura, et mieux cela vaudra pour la libération totale de l'Afrique des différents jougs qui l'assujettissent et l'anéantissent. Mais le résultat semble le même, quel que soit le motif par lequel on demeure animé. Le problème, au plan pratique, est de savoir ce qu'il est possible de faire avec une masse de jeunes gens dans une Afrique de jour en jour spoliée, de jour en jour saccagée, pillée, affamée par les colons ou néocolons. N'est-ce pas là une raison pour peupler l'Afrique de nombreux êtres qui la libéreront de ces fléaux mutilants? L'exploitation coloniale ou néocoloniale, l'impérialisme, le sous-développement. À l'heure actuelle, il est difficile et délicat de trancher entre la limitation des naissances et une démographie sans limite. Rien ne justifie la polygamie. Elle est un produit des sociétés où règne le phallus. Comment cela se passe-t-il dans les milieux africains? Petit a, dans les classes aisées, le mariage peut se dérouler sans frais exorbitants. C'est le cas de mariages effectués dans certains milieux de musulmans fervents. Au contraire, il peut être, comme nous l'avions déjà dit précédemment, l'occasion de véritables spéculations. La jeune fille se trouve presque vendue au plus offrant. Dans ce cas, le mariage n'est plus une affaire où il est question du sentiment, mais plutôt d'argent. C'est scandaleux, nous pourrions dire. Mais nous ne sommes pas des marchandises, des non-êtres dont on peut disposer par l'intermédiaire de la corruption ou de la pression des parents. La dot peut, au niveau de ces classes, atteindre des sommes faramineuses qui varient de 50 000, 100 000 à plus de 1 million de francs CFA. Elle peut en outre s'accompagner de cadeaux. La voiture, la télévision, la machine à coudre et bien d'autres accessoires.
ce qui équivaut souvent à déséquilibrer le budget de l'homme qui se marie et celui de ses parents s'ils sont d'origine modeste et s'ils ont participé aux frais de son mariage, allant quelquefois jusqu'à les conduire à la ruine ou à la prison. Cela peut paraître invraisemblable, mais c'est courant en ce moment dans bon nombre d'États africains, dont le Sénégal. Cela explique en partie la hargne qu'éprouvent certains hommes contre un tel système de dot. C'est ainsi que nous pouvons remarquer qu'il existe à Dakar un chef religieux qui ne marie ses nièces et petites-filles que pour une modique somme allant de 50 à 2500 francs. Alors, note de la rédaction, il s'agit d'El Hadj Seydou Nouroutal, petit-fils d'El Hadj Omar, résident à Dakar actuellement. De plus, il prend chaque fois le soin de spécifier à ses futurs gendres ou aux parents de ceux-ci qu'il ne s'agit pas d'un marché mais d'un mariage. Cela peut paraître ne rien signifier, mais c'est à notre sens une démarche dénotant beaucoup de sagesse, eu égard aux mariages commercialisés qui se font au sein de la bourgeoisie comprador et de la petite bourgeoisie. La dot colossale peut être une source d'endettement pour les deux familles si elles ne sont pas très aisées, parce que chacune voudrait en faire, sinon plus, du moins autant que l'autre. Je cite: « S'il est bien vrai qu'historiquement la dot avait valeur d'un symbole d'alliance, il est néanmoins parfaitement clair que l'aspect économique, voire sordidement commercial, a pris le pas aujourd'hui sur la signification originelle, progressivement estompée. » Fin de citation. On doit ces propos à Jean Suré-Canal dans son ouvrage La femme dans la société africaine. Contrairement à ce qu'affirme M. Keita, selon lequel, je cite, « D'une façon générale, les études ethnographiques exagèrent l'importance ou, plus exactement, interprètent mal les motifs économiques de la polygamie, elles ont créé les expressions impropres de mariage par achat, de prix de la fiancée. Elles assimilent le régime polygamique à un véritable et fructueux placement de capital grâce au travail des épouses et à celui de leurs enfants. » Fin de citation. Il y a une commercialisation du mariage. Tout se passe comme si la jeune fille était une marchandise qui circule, bien sûr, à l'aide de cet objet fétiche qu'est l'argent. C'est le cas, entre autres, du Congo où, après le mariage, on demande souvent au marié « Alors, combien l'as-tu payé ?» Parlant bien sûr de sa femme. Une dot qui exploite l'homme, une dot qui ruine l'homme, n'a rien d'humain. Elle va à l'encontre de l'humain et de son développement dans nos sociétés. Mais parallèlement aux détracteurs de la dot, on trouve des partisans zélés du maintien d'une dot très importante. Et cela, estime-t-il, pour freiner le nombre de divorces. Est-ce un bon argument? Si l'homme sait que pour faire un tel mariage, il a beaucoup trop dépensé, il réfléchira sérieusement avant de divorcer, nous disent certains. Ce à quoi nous répondons qu'un homme décidé à quitter sa femme la quittera sans aucun doute, tout comme la réciproque est vraie. La dot, importante ou non, n'est pas un moyen sûr pour garantir la stabilité d'un ménage. Une vie de couple, pour être stable, suppose que d'autres facteurs essentiels interviennent. Une reconnaissance réciproque des deux conjoints ou partenaires sur la base d'une égalité, de fait, en droit et en devoir. Des concessions mutuelles. Un désir commun de construire, ensemble, quelque chose et, bien évidemment, de l'affection réciproque. En l'absence de ce minimum, le couple va vers sa désintégration. La polygamie se pratique depuis des siècles, et cela bien avant Mahomet. Mais est-ce une raison pour qu'elle ait encore droit de citer, ou alors dans ce cas ne faudrait-il pas que ce soit une polygamie réciproque, c'est-à-dire des deux sexes, avec tout ce que cela pourrait comporter comme conséquence, à savoir modification de l'infrastructure de la société? Même le système d'affiliation serait alors à reconsidérer. Certes, la polygamie est un fléau difficile à combattre de nos jours dans les sociétés musulmanes, dans la mesure où elle y est instituée. Son maintien ou son abolition sera surtout le fait de femmes. La foi de ces dernières en la possibilité de son enrayement, doublée d'un combat acharné et continu contre cette pratique oppressive pour elles, les amènerait à une victoire. Il faudra beaucoup de temps. Le Coran est immuable, on ne peut pas remettre en cause ce qui est écrit.
Ils nous permettent de prendre jusqu'à 4 épouses, nous disent de fervents musulmans ou d'autres qui ne le sont que d'appellation et qui, sous couvert de religion islamique, pratiquent la polygamie et bien d'autres choses. Ce à quoi nous répondons, là n'est pas le problème. Ce que veulent les Africaines, c'est la reconnaissance de leur identité, de leur liberté et le respect de leur personne. Des Africaines revendiquent cela. Quel que soit leur nombre aujourd'hui, elles auront gain de cause, même si elles sont convaincues de la véracité du proverbe malien « Ni sinido, sini soxomate ». Traduction, ce n'est pas demain que cela arrivera.